Oui, je voudrais dire 2 points. Premièrement, c'est par rapport à une ville compacte. Moi, je prends l'exemple de Hong Kong. Hong Kong, qui est une ville très compacte et qui a un réseau de transport très efficace, où les prix sont dérisoires. 90% des transports se font par transport en commun. Donc, retenez bien qu'à la fois quand une ville est compacte, qu'il y a la gratuité, qu'il y a presque la gratuité et que le transport est dense, eh bien, les gens prennent beaucoup les transports en commun. Deuxième chose, justement, vous avez dit que la gratuité, c'était pas efficace. Je voudrais répéter les chiffres, qu'à Aubagne, en 8 ans, le nombre de transports a été multiplié par 3, transport public, j'entends, par Châteauroux en 17 ans par 3,3 et à Dunkerque en 6 mois de 50%. Dernière chose, je reviens d'Oslo. Eh bien, je ne savais pas qu'il y avait j'ai remarqué qu'en effet, il y avait très peu de villes, très peu de voitures dans le centre-ville. Alors, je ne savais pas qu'il y avait un péage à l'entrée. Mais moi, ce que j'ai trouvé efficace, ce que vous n'avez pas signalé, c'était que dans le centre, il n'y a pas moyen de se garer. Il y a beaucoup de rues piétonnes et surtout pas un seul parking. Alors bien sûr, les gens viennent en transport en commun et secondairement à pied. Bon, je réponds tout de suite. Bon, la question de la gratuité est vraiment un problème compliqué. Enfin, il ne faut pas que toute la soirée soit accaparée par ce débat. Je dirais simplement que pour moi, c'est vraiment dommage, alors qu'on a des problèmes de santé publique terribles, liés à la sédentarité, à l'inactivité physique, des ados qui bougent plus, des étudiants non plus, enfin, on a une montée des problèmes de maladies chroniques liées à la sédentarité. Est-ce que c'est le moment de mettre les gens dans les transports publics ? Je ne suis pas sûr, quoi. Je pense qu'il y a une priorité qui est de les rendre actifs. C'est pour ça que je ne dis jamais mode doux, mais mode actif, parce que c'est un enjeu de santé publique fondamental. Alors, on me rétorque à raison, hein, qu'en transport public, on bouge quand même un peu. Il faut rejoindre les stations, etc. Mais quand même beaucoup moins, hein, qu'à pied ou à vélo. Donc je ne dis pas qu'on peut tout faire à pied et à vélo, mais attention, je rappelle qu'il y a des vélos désormais. Et qu'avec un VAE, par exemple, vélo à assistance électrique, ou un vélo léger, simplement, enfin, on peut faire des distances non négligeables. Que ce n'est plus un mode de proximité, quoi, le vélo, ça suffit, quoi. Le vélo, c'est un mode qui permet de faire des sacrées distances. Et d'ailleurs, dans des villes comme Stockholm, je connais les chiffres pour Stockholm, la part modale du vélo était de 0,9% en 1974. Elle était en 2006, j'ai pas plus récent, 10% par modal vélo, et sûrement plus aujourd'hui. Donc c'est le mode de déplacement, de fait, hein, qui a le plus fort potentiel, qu'on le veuille ou non. Et aux Pays-Bas, il y a des études qui ont démontré que les Néerlandais vont plutôt mieux que nous, sont en meilleure santé, parce qu'ils se bougent plus, parce qu'ils sont, comme vous savez, ils sont très cyclistes. 2 petits points. On avait parlé il y a 3-4 ans, et je l'ai entendu dire à la métro, de taxis collectifs depuis la gare. Donc ça serait déjà pas mal que ça existe, ça. Ça servirait beaucoup, surtout c'est demandé par les femmes le soir. Et deuxièmement, moi je me demande si on pourrait pas étudier une IKP, indemnité kilométrique piéton, pour les enfants qui vont à l'école à pied. Alors, il faudrait qu'ils soient à plus d'1 kilomètre, enfin, il faut étudier ça. Ça serait sous forme de bons, de bouquins à les prendre dans les librairies, donc ça ferait du bien aux enfants. Et moi, je trouve que c'est pas du tout ridicule, et donc je compte sur du monde pour le faire. Le levier économique, d'une façon générale, bon, il n'a pas bonne presse auprès de pas mal de gens, parce que bon, certains disent on est dans de la marchandisation du monde. Alors, il ne faut pas tout confondre. Le transport public, par exemple, c'est pas de la marchandisation si on le fait payer. C'est simplement faire payer un service qui a un coût, hein, qui a un coût important, très important même pour la collectivité. Quand vous vous déplacez en transport public, en gros, hein, faire simple, c'est quand même, ça coûte quand même 6 € par trajet, quoi, à peu près. Et l'usager n'en paye qu'une faible partie. Ça dépend des villes, mais à Grenoble, on doit être peut-être 30%, 40% de... Non, quelqu'un connaît le chiffre, peut-être 20% seulement à Grenoble. Waouh. Ou même 17. Bon, 17%. Oui, donc c'est vraiment faible. Hein. Donc,
je pense que ça responsabilise quand même quand on fait payer au moins symboliquement. Oui, je ne suis pas du tout pour faire payer le vrai prix, mais pour donner un signal prix, comme on dit dans notre jargon. Un signal prix, ça rappelle que ce n'est pas gratuit. Et donc ça permet par exemple d'éviter les mésusages. Qu'est-ce que c'est qu'un mésusage en transport public? C'est des gens qui prennent le transport public parce qu'il est gratuit, comme un café, quoi. C'est ce qu'a dit le maire de Dunkerque, j'ai inventé le café moderne. Il ne le dit plus déjà, parce qu'il a découvert que c'était un peu excessif, quoi, comme idée, et qu'il ne faut surtout pas que les jeunes se rencontrent dans les transports publics gratuits, parce qu'ils prennent de la place à des gens qui en ont vraiment besoin. Et vous avez des gens à l'heure de pointe qui disent on pouvait avant s'asseoir, on ne peut plus maintenant. Donc vous voyez, il faut réfléchir dans le détail à tout ça. Bon. Donc, et la question pour un lit-capé, oui, pourquoi pas. Ouais, bon, c'est un peu une usine à gaz, quoi. Il ne faut pas non plus compliquer trop les choses. Non, mais simplement rappeler aux familles les responsabiliser les parents, tous les parents, pour ne plus amener les enfants à l'école. C'est la pratique de mobilité qui a évolué le plus. Figurez-vous qu'dans les années 60, 10% seulement des enfants, en moyenne en France, se faisaient accompagner à l'école en voiture. Et je me souviens très bien, dans mon enfance, on se moquait des enfants qui étaient accompagnés par leurs parents. Parce qu'on les trouvait, on trouvait qu'ils n'étaient pas capables de venir à pied tout seuls, quoi. Et ces dernières années, on est monté jusqu'à, dans certaines villes, 50-60% des élèves qui sont amenés à l'école en voiture. C'est catastrophique, vous comprenez bien. Et c'est souvent exactement dans les mêmes quartiers. Les distances n'ont pas changé. Simplement, on est rentré dans un des cercles vicieux dont je parlais, des parents taxis. Les parents ont peur que leurs enfants aillent à l'école seuls, à pied ou à vélo. Ils les accompagnent en voiture, et les accompagnants en voiture, ils rajoutent de l'insécurité, ce qui fait que de plus en plus d'enfants... Bon, bref, on s'en rend compte aujourd'hui. Les parents ne sont pas stupides. Et on voit dans certaines villes, comme à Lille notamment, ça y est, la courbe s'est inversée. Il y a de plus en plus de parents qui se disent qu'il faut quand même que nos enfants aillent seuls à l'école à pied, seuls ou accompagnés, mais en tout cas se bougent. Donc les choses évoluent. Et c'est peut-être là-dessus, surtout sur l'impact santé, qu'il faut se prononcer. Bonjour. Ce que j'aurais aimé entendre, c'est la transition. En fait, il y a quand même beaucoup de gens qui se sentent piégés. Moi, je fais 8 km, je ne vais pas les faire à pied. J'ai acheté mon vélo électrique, je l'ai payé plein pot parce que à Grenoble, maintenant, il n'y a plus du tout de subvention. Ça, c'est quand même bien dommage. On s'aperçoit aussi que quand même dans les transports en commun, il nous les faut parce que notre travail, il n'est pas à côté de notre habitat. Donc là, on a quand même quelque chose à travailler. Après, j'aurais aimé aussi vous faire traverser un enfant tout seul, Courberia, juste à côté où il y a double tram. On n'a même pas besoin de la voiture, hein, mais c'est juste dangereux. On n'a pas la même situation qu'il y a des années en arrière. Donc on a une densification de la ville. Alors tous ces problèmes, moi j'appelle ça transition, c'est-à-dire qu'on se sent à l'heure actuelle assez bloqué, même quand on veut prendre des transports en commun et certaines voies cyclables. Pourtant Grenoble fait énormément d'efforts. Faut être courageux pour prendre son vélo, voilà. Alors, je voulais aussi parler d'Oslo, c'est très intéressant, parce que Oslo a 3 types de péages. On ne les voit pas d'ailleurs, puisque c'est la plaque qui est photographiée, et on a, selon la voiture, selon l'heure de pointe, selon l'entrée dans la ville, et c'est gratuit quand on sort. Donc c'est vrai que c'est pas mal, c'est à étudier. Mais c'est pas vrai que c'est pas cher, par contre, même pour... On est en Norvège, là. Ouais. Non, mais je vous dis, pour un péage, voilà, il y a des choses à penser. Mais moi, le terme transition et puis ne pas être piégé, c'est quelque chose qui ressort pas dans votre discours. Oui, parce que j'ai pas eu le temps. Mais vous avez raison, c'est-à-dire que très souvent dans des débats publics, on entend des personnes comme vous qui pointaient des cas évidemment
tout à fait compliqué, où on envisage difficilement une solution. Et évidemment, si vous voulez, si vous opposez un raisonnement, les cas les plus compliqués, on ne sait pas quoi répondre. Donc la seule solution, c'est de vous raconter en longue durée, très longue durée, c'est-à-dire plus d'un siècle, ce qui se passe. Là, vous avez des courbes. Ah ben non, c'est disparu. Et c'est quoi ce bazar ? Bon, bref, en fait, il faut vraiment prendre un recul historique énorme pour comprendre ce qui se passe. Il y a encore 50 ans, on trouvait absolument normal qu'il y ait un trafic intense dans les centres-villes et que la périphérie soit tranquille. Oui, vous avez bien entendu. La périphérie était tranquille il y a 50 ans. Et on se réfugiait en périphérie pour être tranquille, pour échapper au trafic auto. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que les centres-villes sont de plus en plus calmés. Grenoble en est un bon exemple. Et la périphérie est devenue beaucoup plus encombrée de voitures. Et certains disent, mais c'est normal. C'est normal qu'on calme les centres-villes, c'est normal que la périphérie soit encombrée. Sauf qu'ils ont oublié qu'il y a 50 ans, c'était exactement l'inverse. Bon, pour le dire autrement, le changement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On prend énormément de temps à ce que les choses bougent. Et c'est ça toute la difficulté. C'est que ça ne va jamais assez vite à l'échelle d'une vie d'une personne. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ça servira peut-être à nos enfants ou à nos petits-enfants, et on se dira, ça ne va pas assez vite, surtout il y a urgence de plein de points de vue. Donc j'espère que ça va s'accélérer quand même, hein, que les courbes que j'imagine là, qui sont très simplifiées, hein, c'est un schéma, évoluent. Bon, donc vous avez compris, il y a des décalages, je vous l'ai encore dit rapidement ça, il y a toutes sortes de décalages. Ça a commencé aux Pays-Bas, pays le plus urbanisé d'Europe, ça continue en Allemagne, ça arrive en France. Ça commence dans les centres, ça se propage ensuite en proche périphérie, puis en grande périphérie. Dans les grandes villes, les villes moyennes, les petites villes. Selon les téméraires, les aventuriers et les prudents. Enfin bon, il y a toutes sortes de... Bon. Et en fait, ce qui se passe avec le vélo, c'est en gros l'inverse de ce qui se passe avec la voiture. Voilà, c'est un schéma extrêmement puissant, enfin, si je peux me permettre, qui peut expliquer énormément de choses. Tout en restant beaucoup trop schématique pour vous, ça je le comprends. En fait, vous avez employé l'expression que tous les opposants, enfin tous ceux de différents projets pro-automobiles n'osent pas employer. En fait, d'après ce que vous expliquez, la véritable solution, il faut se désintoxiquer d'une addiction qui s'appelle l'automobile. Il faut changer de modèle, il faut arrêter de se dire, il faut casser l'équation automobile-liberté et dire l'objectif, oui, de la politique publique doit être réduire la circulation automobile. Comment vous vendez ça dans un des pays où il y a encore 2 constructeurs mondiaux et où, très clairement, et on l'a vu pendant 6 mois avec la crise des Gilets jaunes, pour une partie de la population, c'est l'évitement, c'est l'assurance vie pour éviter le déclassement social, voire la chute dans la pauvreté, voire la très grande pauvreté, et qu'il y a des petits malins qui en profitent. Comment, pour rejoindre la question de Madame, comment on fabrique une transition à la fois dans les outils, mais aussi discours. Il faut dire à des gens, vous aspiriez à un mode de vie, faites votre deuil, il n'existera pas, vous ne l'aurez pas. Comment on vend? Il faut réduire la circulation automobile. C'est évidemment la question à nouveau posée, mais bon, on voit bien que quand on habite dans les centres-villes sont engagés déjà dans une baisse du trafic auto. C'est relativement facile. Pour le dire autrement, je vais donner ce truc. Pour le dire autrement, je suis pas plus fort que mon enseignant, ce qui, pour Hidalgo, à Paris, il vient de Paris, c'est du puisque
Paris, on est là, quoi. Donc, actuellement, le trafic auto baisse de 5% par an. Génial. Piole, c'est pas mal aussi. Il est dans une idée un peu moins avancée, mais on est là, quoi. Et donc, si on est déjà bien dans une dynamique de réduction du trafic, la population finit par adhérer. Mais votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est en périphérie, par exemple, quand on est là, dans les petits points, là, les petits points, hein, quand on est au sommet du trafic auto, ou de l'encombrement de la ville par la voiture. J'étais il y a 2 jours à Carmaux. Carmaux, qui connaît, 9000 habitants. Ça m'intéresse, les petites villes, parce que c'est exactement ce que vous dites. On est dans une situation terrible, où toutes les places de la ville sont toutes remplies jusqu'à la gorge de voitures. Il n'y a que ça. Tout l'espace public est à la voiture. La place Gambetta à Carmaux, c'est 94% de l'espace pour la voiture, 6% pour le piéton. Vous voyez, le genre. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, il y a des gens qui se réveillent, qui disent mais on étouffe, on n'en peut plus. Et ils viennent, ils m'ont fait appel à moi, et incroyable, je suis venu. Et ils étaient tous à se dire pourquoi vous venez? Pourquoi un chercheur se permet de venir dans une toute petite ville? Parce que ça m'intéresse, parce qu'on est à un point de basculement où les gens finissent par se dire mais non, on est dans une voie sans issue. Mais nous, dans les grandes villes, on a eu la même réaction, mais il y a 30-40 ans. Okay, Grenoble, c'était dans les années, ça a été le référendum sur le tramway, c'était un moment clé pour ce basculement. 2, 3. Je pense que c'est un moment où les Grenoblois se sont réveillés en disant c'est plus possible, toutes ces voitures. Il faut passer à autre chose. Et où le maire de l'époque a eu l'intelligence d'accepter le résultat de ce référendum. Il était plutôt contre au départ. Vous voyez, ce basculement, il finit toujours par arriver tellement la voiture pose problème à l'évidence. Il y a encore autre chose. Vous avez dans des toutes petites villes, encore plus petites que Carmaux, il y a des gens qui disent mais nous, on en a marre d'amener nos enfants à l'école en voiture. On habite à 300 mètres de l'école, mais comme il n'y a pas de trottoir, ou alors que quand il y a des trottoirs qui sont colonisés par les voitures en stationnement, nos enfants ne peuvent même pas faire 300 mètres pour aller à l'école. Et bien, voilà. Donc, il y a des gens qui râlent contre ça. Il y a un début à tout, autrement dit. On a une question ici, Frédéric. Oui, bonjour. Juste un petit commentaire et une question. Le commentaire, c'est je suis content de voir que le mot concertation est apparu dans votre exposé, parce que ça signifie tout de suite que la ville, c'est pas un espace technico-économique, c'est d'abord un espace politique et donc un espace conflictuel où il y a des rapports de force, des rapports de classe et tout le monde n'a pas la même puissance politique pour faire valoir ses intérêts qui sont des intérêts divergents. Et ma question a un rapport avec ça. Est-ce qu'on a des études qui, sur des cas particuliers, style Stockholm, choses comme ça, sur le devenir des classes populaires dans des villes qui mettent en place un certain nombre d'actions pour réduire le trafic automobile? Oui, ben, c'est-à-dire que on peut prendre à nouveau l'exemple du vélo. Bon, je l'aime bien parce que c'est un prisme intéressant pour découvrir l'évolution de la mobilité. Le vélo, on disait encore il y a 20 ans, c'est une mode, c'est réservé aux bobos. Eh ben, on peut déjà plus dire ça aujourd'hui, vraiment plus. Ce qui le démontre le plus, peut-être, c'est l'essor faramineux, extraordinaire, dans toute la France, des ateliers d'autoréparation des vélos, où on a un public très, très diversifié, et y compris populaire. C'est-à-dire que moi-même, je doutais, il y a encore pas très longtemps, que les classes popus s'approprient le vélo. Et puis je me demandais, mais comment vont-elles s'y prendre? Elles ne vont pas acheter des VAE.
Elles ne vont pas acheter des vélos de ville classiques. Enfin, je me demandais comment ça allait se passer. Eh bien, ça se passe via le vélo d'occasion, que les gens réparent eux-mêmes, ou bricolent eux-mêmes à leur façon, en soudant des tubes et tout ça. Il y a je ne sais plus dans quelle ville, on fabrique des vélos cargo à des petits prix tout petits, en faisant soi-même. Enfin, des choses, bon, ça me surprend toujours ce qui se passe autour du vélo. Bon, donc les classes populaires sont tout à fait capables de s'approprier, mais à leur façon, les modes de déplacement. Et moi qui ne suis pas de ce milieu, c'est clair, ces classes populaires me surprennent toujours. Mais c'est-à-dire que chaque classe sociale s'approprie les modes de déplacement à leur façon, et c'est vrai de tous les modes de déplacement. La voiture, c'est la même chose. Je sais pas, à Roubaix, il y a plein de garages clandestins. C'est le grand sport et tout le monde bricole sa voiture. Bon, alors donc il n'y a aucun cycliste parce que à Roubaix il y a 1% seulement des déplacements qui se font à vélo parce que la voiture est une conquête récente pour les classes populaires et que pour elles, se mettre au vélo, c'est des choix. Vous voyez, donc il faut regarder à chaque fois comment ça se passe, mais en tout cas, il n'y a aucune raison, à mon avis, que les classes populaires ne se mettent pas aux mobilités actives, mais elles le feront toujours de façon qui nous étonnera et qu'on n'avait pas prévu. Une question ici. Bonsoir. Déjà, j'aimerais dire que je suis assez d'accord avec toute la partie économique. Malheureusement, c'est quand on touche au porte-monnaie des gens, c'est là que ça devient le plus efficace. On sait un peu tout. Le gros problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce ne soit pas les plus pauvres qui en pâtissent le plus? C'est parfois compliqué. Et aussi, comment est-ce qu'on vend ce modèle de société en ayant une ville plus dense, avec plus de transports en commun, etc., qui pour moi est un modèle désirable, mais qui ne l'est pas pour la plupart des gens avec qui je parle, notamment ceux qui sont en périphérie et qui sont en maison ou carrément à la campagne. Et enfin, il y a un gros problème pour moi dans la vallée notamment. Comme Grenoble est un gros centre d'attractivité, on se retrouve avec des gens qui viennent de toute la vallée jusqu'à Chambéry, dans les montagnes, etc., et tout autour d'ailleurs, je pense, qui descendent et qui peuvent difficilement bénéficier de transports en commun parce qu'ils ne sont pas forcément très adaptés, parce que les horaires, il y a plein de choses différentes, il y a le prix, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Mais en fait, le gros souci, quand je leur parle, c'est que la voiture est tellement plus efficace que ça ne vaut pas le coup. La plupart du temps, si c'est pas un choix, on va dire pour des raisons de santé ou de bien-être, par exemple, notamment le train, c'est pas très intéressant de ne pas prendre sa voiture. Surtout si on l'a déjà, par ailleurs. Et en fait, si on augmente le coût de la voiture, ce qui est peut-être très bien pour réduire les déplacements en voiture, on risque de pénaliser ces gens-là en particulier. Après, je suis d'accord qu'en intra-urbain, on n'a aucune raison d'avoir encore autant de voitures. Non, mais c'est vrai, c'est une question difficile. Une façon. Alors, je comprends que la gratuité des transports publics soit une des possibilités séduisantes, hein, mais il y en a une autre qui est plus souple, à mon avis, c'est d'augmenter les minima sociaux ou d'instaurer une prime de mobilité pour les bas revenus. Et après, on leur dirait, mais vous vous débrouillez pour l'utiliser au mieux. Si vous voulez continuer à tout prix à utiliser votre voiture en solo, c'est votre problème et ça vous coûtera cher. Si vous voulez faire du covoiturage, ça vous coûtera déjà nettement moins cher. Si vous voulez utiliser le transport public grâce à cette prime de mobilité, eh bien pourquoi pas, bien entendu. Et si vous voulez acheter un vélo, eh ben voilà. Donc qu'on laisse les gens un peu plus libres de faire des choix, mais qu'on leur donne des moyens de faire des choix différents. Oui. Oui. Alors maintenant, les alternatives, c'est toujours la même chose. Je vais redire ce que je dis avant. Il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup d'alternatives, c'est clair. D'autres, il y en a bien plus.
souvent pour démonter un raisonnement, on vous cite le cas le plus extrême et tout s'écroulerait. Non, il faut être un peu plus sérieux, et donc il y a un moment, il ne s'agit pas d'interdire aux gens qui n'ont absolument que cette solution dans des endroits très, très perdus, de leur interdire d'utiliser la voiture, bien entendu, ça n'a aucun sens. Hein. Mais en revanche, développer dans les 3 vallées qui desservent, autour de Grenoble, développer un RER bien cadencé et fiable, évidemment, c'est une partie de la solution. Je n'ai pas dit toute la solution. Hein. Faire un réseau de pistes cyclables structurant comme est en train de le faire l'AGLO, ben bien sûr, c'est aussi une partie de la solution, etc. etc. Donc, développer les alternatives, je crois l'avoir bien dit, c'est indispensable. C'est un complément indispensable d'une politique de restriction du trafic auto, bien entendu. Alors, il nous reste 5 minutes pour continuer à échanger. Donc, je vais prendre 4 questions. Donc, je vous demande de faire des questions courtes et réponses courtes. 3 questions, un peu plus de temps. Bonsoir. Moi, j'avais une première réflexion. J'ai l'impression que par rapport à votre schéma et ce que vous avez dit, c'est inexorablement, on est en train de diminuer la part de la voiture. Et pourtant, moi j'ai l'impression, c'est le cas à Grenoble, mais c'est le cas à d'autres endroits. Il y a quand même des gros projets, un gros projet d'élargissement de l'autoroute. Et moi je me dis, c'est pas si inexorable que ça. J'ai l'impression que c'est un peu optimiste ce schéma. Oui. Et en plus, ça me fait penser à l'Afrique où j'ai été l'an dernier. Et du coup, je me dis que eux, ils sont sur la pente montante parce que avoir le vélo, c'est vraiment un truc de pauvre. Et du coup, dès qu'ils peuvent se payer une mobilette ou une voiture, ils le font. Et du coup, ça donne pas vraiment d'espoir parce qu'on se dit qu'ils vont continuer à monter pendant 20 ans. Et l'autre chose, c'est comment on fait pour faire la transition vers moins de voitures, aussi dans les zones rurales et notamment en montagne. Parce que, est-ce qu'il y a des endroits où ils ont commencé à faire un truc et ça marche? Moi, je viens d'un village où il n'y a même pas un seul bus qui passe. Oui. Vous avez raison, c'est horriblement déterministe, on dit, un tel schéma. C'est-à-dire que il n'y a aucune place, mais c'est un schéma, quoi. Faut que je termine ma phrase. Ça donne aucune place à une quelconque évolution plus optimiste de la situation. Il faudrait, comme vous l'avez dit, attendre 20 ans que l'Afrique arrive au sommet du trafic auto découvre toutes les nuisances que ça provoque pour enfin se mettre à réduire. J'espère bien que ce schéma sera faux. De toute façon, il sera faux. La prospective, c'est toujours faux. Hein. Mais ce schéma il devrait y avoir une accélération tout de même, à cause de tout ce qui nous tombe dessus, là, sur le plan environnemental. Et il y a quand même des tas d'endroits où on réfléchit... mais disons, en tout cas, pour le passé, c'est hélas très très vrai. Donc, par exemple, en Chine, c'est malheureusement exactement ce qu'ils font. Enfin, ils sont en train de faire absolument toutes les bêtises nous avons faites. Ils les font à toute vitesse et ils sont déjà en train d'explorer les solutions que nous avons déjà explorées depuis un peu plus longtemps. Bon, je ne réponds pas bien à votre question. On en reparle à la pause après, mais c'est trop déterministe mon schéma. Je suis bien d'accord. Et les zones rurales, donc vous comprenez que même réponse qu'avant, c'est pas là que ça va commencer. Dans les zones rurales, malheureusement, vous êtes en décalage, alors retard diraient certains, mais en décalage avec les zones denses. C'est pas là que le problème va commencer à être réglé. Mais en même temps, avec les vélos, les VAE notamment, mais aussi peut-être avec les micro-voitures, avec des choses comme ça, on peut imaginer des solutions plus vite que l'on croit, y compris pour des zones vraiment très, très, très perdues dans le rural. Oui. Oui, je voulais juste vous dire, c'est vrai que j'ai appris des choses avec vos schémas, je les trouve intéressants, mais il me manque un point de vue. Alors je pensais que vous alliez faire une analyse du pourquoi il y a tant de bagnoles en ville, et donc de faire une analyse des besoins et peut-être une analyse politique, et que tout ça dépend aussi d'un point de vue politique. Et là, on l'a pas. Là, alors ceux qui sont vraiment à la traîne,
hein, c'est les politiques, et je pense qu'ils sont complètement scotchés à la bagnole. Donc tant que c'est ça, je vois pas comment on va pouvoir atteindre ce magnifique schéma de décroissance automobile, et y compris à Grenoble, qui paraît en exemple. Je préfère La Rochelle, hein, quand même, mais à Grenoble, il y a plein de gens autour de l'agglomération. Il y a tous ces problèmes de déplacement pendulaire, domicile-travail, et ça, c'est un point de vue d'économie politique. Il faudrait changer les types de déplacement de boulot, les types d'habitat. Donc c'est quand même... oui, c'est vrai, ça paraît un peu... utopiste, c'est peut-être pas, mais votre schéma, il y a quelque chose qui me manque, et surtout un point de vue plus politique, parce que quand vous êtes urbaniste et économiste, voilà. Oui, ben voilà, nul n'est parfait, je ne suis pas politiste en plus. Bon, il faut. Bref, vous avez raison, il y a aussi des décalages dans la prise de conscience des uns des autres, et j'ai quand même écrit un article là-dessus en 2001, pourquoi les maires se trompent sur l'opinion de leurs administrés. Cet article n'a eu aucun succès. Il est sur mon site internet, mais il n'a eu aucun succès. Et pourquoi ? Parce que c'était un petit peu plus nuancé que de dire c'est la photolobby automobile, en gros. Hein, en général, on dit ça. Non, les maires sont en général d'accord pour réduire le trafic auto. La population est en général d'accord pour réduire le trafic auto, mais les maires croient que la population, elle, n'est pas prête à réduire le trafic auto. Voilà, en gros, le décalage. Mais il est incroyable, hein, et ça s'appelle des enquêtes d'opinion sur l'opinion, qui ont été initiées par... Enfin bon, je ne peux pas vous raconter tout ça. Quelqu'un a parlé de concertation avant. C'est un mot absolument clé, qui fait partie de cet aspect politique. Il y a des tas de villes quand même qui vont vers la modération de la circulation automobile dans la concertation. Ça prend plus de temps que prévu, mais ils y vont. L'exemple incroyable, c'est quand même Lorient, qui a mis 10 ans pour mettre toute la ville en zone 30. Et ça fait quand même depuis 2011 que toute la ville est en zone 30, hein, à Lorient. Donc bien avant Grenoble, et avec une toute autre façon de faire. Parce qu'ils ne sont pas allés d'un coup, ils ont fait ça quartier par quartier, avec des quantités de réunions, et ça marche, quoi. C'est beaucoup plus efficace à terme. C'est plus long à mettre en place, mais c'est plus efficace après. Allez, on prend 2 dernières questions. Bonsoir. Quelle est l'évolution de la distance parcourue par jour et par personne, et peut-être en déclinant loisirs, travail, choses comme ça, et entre les grandes villes et petites villes? Et comment est-ce que vous pensez que ça va évoluer sur votre schéma? Bon, les distances domicile-travail ont énormément augmenté, mais ça augmente moins vite. Et la prochaine enquête nationale transport et communication devrait être faite là, et a commencé, enfin on est en train de la mettre en place. On devra avoir pour 2020 des résultats qui vont être tout à fait intéressants, parce qu'on verra s'il y a cette dérive est en train de plafonner, hein, des distances est en train de plafonner, ou au contraire continue. Mais il semble qu'on aille plutôt vers un plafond. Et donc, qui dit plafond, dit peut-être un jour diminution. Et donc, on se retrouve avec à nouveau une courbe qui a cette forme-là, en S, puis déclin. Bon, donc, et ça, c'est vrai, en gros, pour pour tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire, c'est toujours des courbes un peu de ce genre. Le problème, c'est que c'est pas facile à modéliser, ça, des courbes comme ça. C'est pour ça qu'elles sont en général pas utilisées dans la modélisation, c'est dommage. Oui, bonsoir. Pour répondre à la desserte de nos zones de montagne, de nos différents massifs, je voudrais avoir votre avis sur le transport par câble. Je n'ai pas beaucoup d'idées sur le sujet, pas plus. C'est sûr que ça peut être intéressant. Oui, je me souviens qu'il y avait un projet vers le plateau du Vercors, là, qui a capoté, me semble-t-il, c'est ça ? Et bon, après, il faut regarder la rentabilité, le temps vont gagner. Mais oui, pourquoi pas. Moi, je n'ai pas vraiment d'opinion, désolé, sur le sujet. Bon, merci Frédéric Errand pour avoir fait ce déplacement.